Alors bonsoir à vous tous et toutes. La société actuelle, dans cette société, les inégalités économiques sont reconnues. Qu'en est-il de l'inégalité culturelle? Sommes-nous tous égaux devant l'art et la culture? Alors que certains sont en mesure d'apprécier les œuvres artistiques, théâtrales, littéraires ou musicales, d'autres n'y ont pas accès, pour différentes raisons. Certains pointeront du doigt l'éducation ou les disparités sociales. Comment rendre accessibles à tous et toutes ces œuvres artistiques et culturelles? La volonté du libre accès à l'art et à la culture est la pierre angulaire de la démocratisation culturelle. Elle nous amène à nous interroger sur la consommation de l'art et de la culture au Québec. La médiation culturelle, quant à elle, se définit comme la finalité de la démocratisation, comme un pont entre l'artiste et son public, entre les champs de la création et de la diffusion de l'art et de la culture. Alors ce soir, nous allons nous questionner ensemble sur les liens entre les inégalités culturelles, la démocratisation de la culture, la consommation de la culture et la médiation culturelle. Comment apprécions-nous l'art et la culture au Québec? Alors, Monsieur Garon, c'est à vous. Merci bien. Alors ce soir, j'ai choisi de vous parler de la pratique culturelle et de ses inégalités. En fait, compte, il y a certains points que j'aimerais aborder ce soir pour parler de la pratique culturelle dans une perspective un peu plus générale que celle que l'on voit habituellement dans les publications. Alors, au tout début, nous allons nous interroger sur la question de la consommation culturelle et du produit culturel. Est-il vraiment un produit comme les autres? Deuxième temps, nous allons aborder plus spécifiquement la question de la pratique culturelle en essayant de donner quelques définitions. Définition et aussi une mesure de la pratique culturelle. Comme j'ai travaillé dans ce qu'on pourrait appeler avec des données empiriques, nous allons essayer de voir comment ces données peuvent s'appliquer pour effectuer une certaine lecture de la pratique culturelle selon ses différentes dimensions. Par après, nous allons vous donner des exemples des inégalités sociales et voir comment ces inégalités, en fait, favorisent ou entravent ce qu'on pourrait appeler la démocratisation de la culture. Et en conclusion, nous allons aborder quelques thèmes montrant que, en fait compte, la culture peut se représenter selon différents types, des types qui caractérisent des groupes sociaux que l'on peut également décrire par des conditions sociodémographiques qui expriment l'accès ou l'inégalité d'accès quant à la culture et à sa pratique. Voyons d'abord le produit culturel. Le produit culturel, en fait compte, est-ce que c'est un bien ou un produit comme les autres? L'UNESCO, dans son cadre statistique, définit les biens culturels comme étant des biens de consommation qui véhiculent des idées, des valeurs symboliques et des modes de vie. C'est donc un produit symbolique. Un produit symbolique comme tel, en fait, peut être un peu plus difficile son accès peut être un peu plus difficile que d'autres qui se donnent naturellement à être à la compréhension. Produit symbolique, en fait compte, il faut avoir une certaine familiarité pour pouvoir l'appréhender. Cette familiarité peut venir soit du milieu familial, soit de l'éducation, soit encore de la médiation culturelle qui initie et permet d'apprécier la culture sous ses différents aspects. Donc, produit symbolique qui est différent de ce qu'on pourrait appeler des autres produits parce qu'il est, en fait compte, un produit qui s'adresse à certaines facultés autres que celles habituellement utilisées pour l'appréhension des objets de consommation. C'est également un produit valorisé. Un produit valorisé par certaines classes, comme Veblen l'avait souligné, ou un produit de distinction sociale, comme Bourdieu le signale dans ses différents ouvrages. Comme distinction sociale, en fait, on peut signaler ici que les différents groupes sociaux, les différentes classes sociales se reproduisent culturellement, puis à ce moment-là, initient leur progéniture, leurs enfants, à ce qu'on pourrait appeler à la culture, aux arts de façon naturelle. Alors que pour les autres, le plus souvent, c'est l'école qui sert de principale institution pour acquérir une certaine connaissance de la culture et son appréciation. Également, le produit culturel, c'est un produit dont l'expérience elle-même est le but
de la consommation. Le produit culturel n'a le plus souvent pas de fonction utilitaire. On le recherche pour l'expérience qu'on en retire, pour sa dimension esthétique, ou encore pour l'hédonisme qu'il procure. Donc, le produit culturel, les biens culturels sont des biens dont la finalité est en soi, dans le produit lui-même, dans sa consommation. Mais ce sur quoi je voudrais insister le plus, c'est que le produit culturel, c'est un produit dont la consommation meuble les univers symboliques. C'est un produit qui est producteur d'identité individuelle et d'identité collective. Ici, c'est une dimension qui est assez peu souvent abordée, mais qui, je pense, est essentielle dans une société qui valorise la culture et la participation et qui fait de la démocratisation de la culture un de ses objectifs sociétals. On peut donner quelques définitions de la pratique culturelle, comme je le disais. Une première est assez descriptive. On pourrait dire que c'est l'ensemble des activités de consommation et de participation qui sont liées à la vie intellectuelle et artistique et qui engagent des dispositions esthétiques et qui participent à la définition des styles de vie. C'est le philosophe Coulangeon, puis dans son ouvrage des pratiques culturelles, Sociologie des pratiques culturelles, qui définit ainsi la pratique culturelle. C'est une définition qui, en fait, est assez descriptive et qui répond le plus souvent aux besoins des administrations publiques pour qui, en fait, l'étude des pratiques culturelles répond à des besoins de statistiques, à des besoins d'identification des niveaux de participation sur des activités précises, identification d'activités, disons, de participation selon les groupes sociaux pour éventuellement orienter les programmes et les politiques culturelles. Donc, c'est une définition qui cerne un certain univers culturel qui correspond à ce qu'on pourrait appeler les préoccupations de l'administration publique par ses programmes et par ses politiques culturelles. On peut donner une autre définition, une définition générique de la pratique culturelle. Et là, je ne me réfère pas aux activités elles-mêmes, mais au processus qu'elle enclenche. En fait, on peut partir de la définition d'habitus chez Bourdieu. C'est une définition qui, en fait, Bourdieu emprunte à la scolastique, mais qui, quand même, je pense, s'applique bien à la pratique culturelle lorsqu'on va en faire non pas simplement une description des activités, mais un processus inhérent à chacun de nous qui nous incite et qui nous favorise à une vie intellectuelle et à une vie artistique. Donc, Bourdieu, dans le sens pratique, définit l'habitus comme étant un système de dispositions durables et transposables. En fait, des dispositions qui prédisposent à fonctionner comme des structures structurantes, c'est-à-dire en tant que principe générateur et organisateur de pratiques et de représentation. Il y a donc deux aspects là-dedans. Il y a un aspect où la pratique est un produit historique, un produit de la socialisation, comme Veblen le signalait. C'est également un produit historique qui sert à la distinction, comme Bourdieu l'étudie dans son ouvrage « La distinction ». Donc, c'est un produit qui est le résultat, en fait, des différentes institutions qui agissent sur les individus et les groupes pour leur inculquer certaines valeurs, certains comportements et certaines habitudes. Donc, produit d'une histoire. Mais aussi, la pratique culturelle, c'est un principe générateur de pratiques nouvelles. Donc, c'est un principe qui transforme des pratiques acquises selon d'autres modalités et qui favorise aussi l'adoption de nouvelles pratiques. Il y a donc un double aspect. Un aspect qui est une sorte d'inertie, une sorte de poids résultant de la socialisation, et un moteur générateur de nouvelles pratiques. Mais ici, je préfère peut-être une petite parenthèse et signaler que ces deux dimensions nous rappellent un peu un modèle fractal, en ce sens que le modèle utilisé pour les pratiques anciennes, c'est une sorte de répercussion du modèle ancien sur les pratiques habituelles ou coutumières. Et pour les nouvelles pratiques, c'est un peu le même modèle qui s'applique pour la génération de ces pratiques. Le plus bel exemple que l'on peut fournir, c'est celui des baby-boomers qui, actuellement, par exemple, lorsqu'on voit leurs pratiques actuelles, sont en fait une reprise des pratiques qu'ils avaient lorsqu'ils étaient jeunes. Donc,
c'est le même modèle qui, en fait, compte dans une génération qui se poursuit tout au long de son cycle de vie. Pour mesurer la pratique culturelle, j'ai créé un indice global qui est composé lui-même de 5 sous-indices. Un indice global de fréquentation des lieux culturels, c'est-à-dire un indice global qui comprend 63 indicateurs. Ces indicateurs viennent, premièrement, d'un indice de fréquentation des lieux culturels, lui-même composé de 10 indicateurs, un indice de sortie au cinéma et au spectacle, 17 indicateurs, un indice des pratiques engagées, 17 indicateurs également, un indice des pratiques domestiques, 4 indicateurs, puis un indice des pratiques numériques avec 15 indicateurs. Vous comprendrez qu'avec 63 comme ça, variables, on peut difficilement donner un aperçu relativement rapide de ce qu'est la pratique culturelle. De là, l'intérêt de créer des indices composites qui nous permettent de synthétiser les différentes pratiques sous des dimensions qui sont quand même illustratives de ce qu'on pourrait appeler de l'habitus sous-jacent à ces différentes pratiques. Tous ces indices, en fait, compte, question de méthodologie, là, ont été standardisés, de sorte que la moyenne est 0 et l'écart type de 1. De sorte que chaque indice, chaque indicateur a le même poids et chaque indice également a le même poids dans l'indice global. Question de ne pas privilégier une forme de participation à une autre ou une forme d'expression à une autre. Maintenant, une fois ces indices créés, il s'agit de voir quelles sont les variables qui jouent sur ces indices. Quels sont les facteurs qui président à l'adoption ou à la fixation des comportements culturels? Quelles sont les variables qui jouent sur la pratique ou la non-pratique d'activités culturelles? J'ai identifié 14 variables qui pouvaient être intéressantes parce que toutes ces variables avaient où leur relation avec la pratique culturelle était significative au plan statistique. Alors, 14 variables multipliées par 65 indicateurs, 65-70 indicateurs, vous voyez un peu l'immensité de la tâche qu'on aurait à résumer la pratique culturelle. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé un modèle de régression qui permet d'identifier les principaux facteurs qui jouent sur la pratique culturelle et de la hiérarchiser. Question justement d'enlever les redondances qu'il y a entre les différentes variables et de privilégier celles qui sont les plus déterminantes quant à l'adoption et à la fixation des comportements culturels. Voici les principales variables explicatives des pratiques par ordre d'importance. On voit que pour l'indice global, celui qui résume tous les autres indices, indice des lieux culturels, indice des sorties, indice des pratiques engagées, indice des pratiques domestiques et indice des pratiques numériques, donc cet indice global, lui, en fait, compte est déterminé premièrement pour la moitié de son explication par la scolarité. Donc, c'est le capital scolaire. Le capital scolaire qui joue encore de façon prédominante dans ce qu'on pourrait appeler l'exercice de pratique culturelle. Et même si la scolarité a perdu de son influence au cours des dernières années et des dernières décennies, la scolarité, c'est-à-dire le capital scolaire, demeure encore prédominant sur toutes les autres variables. Une autre variable, c'est le groupe d'âge, c'est-à-dire la génération à laquelle on appartient. C'est que la génération permet de fixer certaines valeurs. Si on est né, par exemple, dans les années 60, 70, on a adopté certaines valeurs, certains comportements qui nous suivent presque tout au long de notre vie. Et alors, ces valeurs, en fait, président encore, même si elles ont été adoptées relativement jeunes, président encore au comportement. Alors, environ 15% de l'explication est fournie par les groupes d'âge. Troisième variable, c'est la profession, c'est-à-dire le statut occupé au plan, disons, de la profession ou du travail dans la société. Par profession, ici, on inclut également la population inactive et les étudiants. Donc, là encore, la place occupée dans la société joue sur le fait qu'on pratique peu ou pas ou beaucoup certaines activités. Et, quatrième facteur, la scolarité des parents, c'est-à-dire l'héritage culturel hérité de son milieu. Il faut dire qu'ici au Québec, quand même, il n'y a pas de tradition très ancrée de
au niveau disons, des classes sociales concernant la transmission des valeurs culturelles. Maintenant, avec ce qu'on pourrait appeler la généralisation de l'éducation postsecondaire, on assiste effectivement chez les plus jeunes à une transmission culturelle des valeurs, de certaines valeurs, mais parmi la population plus âgée, en fait de compte, la scolarité de la majorité était relativement faible, de sorte que ça joue moins que, par exemple, en France. Pardon? 3 minutes encore. Très bien, oui. Oui. Alors, pour l'indice des lieux culturels, également, c'est à peu près la même chose, mais pour ce qui est des sorties, là, on voit que la taille du ménage, donc la dimension sociale de la sortie et le revenu du ménage, c'est-à-dire la dimension économique de la sortie, jouent davantage que sur les autres types de pratiques ou les autres genres de pratiques. Et, un point important, les pratiques numériques. Les pratiques numériques, là, c'est le groupe d'âge qui joue. Il y a un clivage énorme, très grand, entre ce qu'on pourrait appeler les générations concernant l'adoption des pratiques numériques. C'est à l'égard des pratiques numériques que le clivage est le plus grand. Et même, on pourrait se demander si chez les jeunes, il ne s'agit pas d'une nouvelle génération, c'est-à-dire d'une nouvelle civilisation qui est en train de naître et qui différencie les praticiens d'activités numériques des autres. Ça, c'est un autre débat qu'on pourra engager peut-être lors de la période de questions. Mais effectivement, les jeunes et la pratique numérique ont des comportements en rupture ou en net décalage par rapport aux autres groupes. Donc, on voit que les déterminismes sociaux sont toujours à l'œuvre dans la pratique culturelle. L'héritage familial, le capital scolaire, les valeurs de la génération à laquelle on appartient jouent sur l'intérêt et sur les modalités de participation. Malgré toute la commercialisation de la culture, malgré l'augmentation de la production culturelle, malgré la facilité d'accès à la culture, les déterminismes sociaux sont toujours à l'œuvre. Mais un point important, c'est que peu importe que cette culture soit de culture savante ou populaire, qu'elle soit de culture classique, de culture traditionnelle ou de culture contemporaine, peu importe, qu'elle serve à se distinguer socialement ou à se divertir, il demeure que la pratique culturelle meuble les univers symboliques des individus et des groupes sociaux. Elle forme les identités, elle forme notre identité collective, elle nous forme comme peuple et donne une personnalité aussi à nos lieux publics de culture. Je pense que ça, c'est un point important parce que la pratique culturelle, comme je disais auparavant, n'est pas du divertissement, ce n'est pas simplement du loisir, c'est l'expression de ce que nous sommes foncièrement. Alors, si les résultats de la démocratisation culturelle demeurent mitigés quant à l'élargissement du public de la culture, est-ce que la médiation culturelle, dont nous allons nous entretenir dans les minutes qui viennent, pourrait constituer une alternative à l'approche de démocratisation? C'est une question que je vous pose. Merci bien. Merci beaucoup, M. Garand. Alors, c'est fascinant. Merci de nous rappeler les finalités des pratiques culturelles et de nous avoir expliqué cet indice que vous avez développé. C'est vraiment un mécanisme extrêmement intéressant avec ses 63 indicateurs, ses variables. Alors, ça suggère toutes sortes de questions sur l'évolution des pratiques des Québécois depuis 30 ans qu'on pourra vous poser plus tard. Alors, je demanderai à Mme Caroline Legault d'enchaîner avec sa présentation. Donc, bonsoir. Dans mon cas, j'ai décidé de m'entretenir ce soir sur la question de être public ou non public, une question de génération. Donc, brièvement, qu'est-ce que la démocratisation de la culture et qu'est-ce que la démocratie culturelle? Donc, la démocratisation de la culture, en fait, ça vise à contrer toute forme d'inégalité dans les formes d'accès à la culture, tandis que la démocratie culturelle, quant à elle, vise à faire tomber les barrières entre ce qui pourrait être, disons, de culture populaire, culture classique, et qu'une forme de culture, finalement, une forme de pratique culturelle n'est pas plus importante qu'une autre. Bon, pour le dire un peu grossièrement. Donc, finalement, parler de public ou de non-public de la culture, qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Donc, les publics, la question des publics, ça vient aussi avec la panoplie des pratiques culturelles et des institutions que nous avons. Donc, il y a deux sorte de sous-public, si on veut, dans la notion de public. On a le public inventé et le public constaté. J'ai mis ici le cas des bibliothèques publiques
Par exemple, si on songe un peu aux bibliothèques publiques, le public qui est souhaité, si on veut, dans les bibliothèques publiques serait le bon public, le public studieux, de bonne volonté culturelle. Par contre, ce public-là n'apparaît pas tellement concrètement et véritablement. On ne constate pas ce type de public-là dans les bibliothèques publiques. Le monde des publics, c'est un monde c'est un monde qui est en constante recomposition et décomposition permanente. Par exemple, si il se peut que, dépendamment avec la personne avec qui vous vous trouvez, que ce soit les amis, que ce soit la parenté, que ce soit le conjoint, la conjointe, que vous n'ayez pas le même type de pratique, tout dépendamment du cycle de vie dans lequel vous vous trouvez également. Donc, il se peut qu'à un moment donné, quand vous étiez petit, que vous faisiez tel type de pratique culturelle avec vos parents, avec l'école, et que par la suite, avec l'évolution et avec l'arrivée à l'adolescence, jeune adulte, peut-être jeune universitaire et tout ça, que vous ayez moins de pratiques culturelles. Peut-être qu'on va aller un peu plus au cinéma, donc le type de pratique peut changer un petit peu. Par la suite, j'ai constaté dans les résultats de ma thèse qu'on va voir un peu plus tard que avec l'arrivée à l'âge adulte et où finalement on a un conjoint, une conjointe plus assidu, donc permanent, si je peux dire, que le type de pratique culturelle peut changer également, tout dépendamment des intérêts de la personne avec qui on se trouve. Même chose lorsque les enfants arrivent, excusez-moi, dans le décor. C'est-à-dire qu'on a probablement moins de temps. On va peut-être plus choisir de faire des activités en fonction des enfants. Par exemple, il y en a qui sont des cinéphiles aguerris et qui vont au cinéma voir tous les films, par exemple, de tel producteur, mais qu'avec l'arrivée des enfants, bon, on fait certains choix, puis on va plus au cinéma avec les enfants et selon les intérêts des enfants. Donc, c'est une chose. Et que peut-être que plus tard, finalement, on va revenir à ses propres passions culturelles. Comme M. Garon le disait, que les baby boomers, souvent, ils avaient certaines passions culturelles ou pratiques culturelles préférées et que, rendu à l'âge de la retraite, on revient à ces activités-là pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est ça. C'est un monde qui est en constante recomposition et décomposition. Il y a aussi tout un attrait ou un aspect imaginaire et de métaphore qui est lié au public de la culture. En fait, on peut avoir des idées préconçues et que finalement, on finit par prendre comme des vérités. Par exemple, on peut, et souvent, on dit que le public de la culture dite classique est vieillissant, que dans les théâtres, disons, en saison régulière, on va plus voir des têtes blanches et tout ça. Peut-être que, justement, avec les effets de la médiation culturelle, qu'on peut en arriver à avoir un public plus jeune et tout ça. Par exemple, je pense au cas de l'OSTR à Trois-Rivières, donc l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, où il y a des réductions pour les étudiants à l'université. Donc, ça peut être aussi un exemple pour essayer de favoriser, finalement, le renouvellement des générations et des publics plus jeunes de la culture. Je vais laisser à Mélanie le soin de vous parler de ça tout à l'heure. Finalement, l'imaginaire ou les idées préconçues qu'on peut avoir face à divers publics de la culture, ces effets-là peuvent devenir très réels lorsqu'on observe les identifications, en fait, lorsqu'on observe les publics constatés. Quand on parle de nom public de la culture, d'où est-ce que ça vient? Donc, la notion, elle est née à la suite de la déclaration de Villeurbanne, donc en mai 68 en France. Donc, l'action culturelle à ce moment-là était perçue par la population comme un ensemble de dispositifs destinés à transmettre la culture cultivée ou classique à un public privilégié et elle semble piétiner en 68.
Donc, ça concerne la tranche de population qui possède les moyens objectifs de se cultiver, les classes supérieures et la fraction la plus instruite des classes moyennes. Donc, selon Francis Janson, le public intervient en opposition. Donc, il y a ici la notion de notre public et l'autre public. Par exemple, si on parle dans le cas des musées, on peut dire notre public régulier et tout ça, et il y a l'autre public qui finalement ne nous visite pas. Donc, c'est ici une distinction à faire. Donc, le public, c'est celui qui est actuel ou potentiel, tandis que le non-public, c'est tous ceux, finalement, qui n'ont pas eu encore accès et qui n'ont aucune chance d'accéder prochainement au phénomène culturel. Ça propose donc la marginalisation, et voire l'exclusion. Il y a ici un danger aussi d'étiqueter le non-public. Donc, le fait de qualifier un groupe, finalement, de non-public, ça risque de l'y faire demeurer, voire de l'emprisonner dans cette catégorie-là. Donc, de l'idée de public potentiel à un non-public, on passe vraiment d'un univers probabiliste, donc ça se peut qu'on ait un public, à un univers certain où on est sûr que ce public-là ne sera jamais public, donc devient un non-public. Donc, ça comprend qui, finalement? Ça comprend les laissés pour compte, les exclus, les pauvres. Donc, la pauvreté, ici, c'est la faiblesse des revenus et la souffrance de la pauvreté, voire même à un pauvre type dans la littérature. Donc, à mon sens, c'est grave de qualifier de non-public. Dire que c'est du non-public, ça nie aussi toute temporalité et toute spatialité des pratiques. Par exemple, si vous êtes à la maison, si, par exemple, vous ne visitez jamais aucune institution culturelle, mais que vous êtes à la maison et que, par exemple, vous allez voir un site Internet du Musée du Louvre, par exemple, vous êtes quand même qualifié de non-public, selon la définition qu'on a ici. Ça renvoie, bien entendu, à l'ethnocentrisme des classes. Il y a ici une imposition de la violence symbolique, donc ce qui peut amener même à un sentiment d'indignité. Ici, j'avais mis des exemples d'études, qui étaient faites sur les publics, les non-publics. Donc, ici, il y avait, en fait, c'est des études qui ont été recensées dans un ouvrage, en fait, une revue scientifique, la revue Loisirs et Société de l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc du département à Loisirs, Culture, Tourisme, en 2010. Donc, selon ces auteurs, Gottessteiner, excusez-moi mon allemand, et Vilat, un déterminant de la fréquentation des musées d'art, la personnalité. Donc, les auteurs disent qu'il faut rester soi-même devant une œuvre, que le visiteur peut s'analyser comme étant capable d'affirmer ses goûts, capable d'éprouver des émotions, capable d'exercer son sens critique, et que le non-pratiquant peut avoir aussi 3 situations. Par exemple, il peut revendiquer son accès aux œuvres, il peut se sentir coupable d'être absent de la vie culturelle, ou également, il peut ne pas se sentir concerné par la culture. Maintenant, en transmission culturelle parent-enfant, parce que dans ma thèse de doctorat, telle que Madame l'a dit au tout début en me présentant, je m'intéresse à l'engagement personnel dans le domaine de la culture selon le discours de 2 générations, les 30-40 ans et les baby boomers. Donc, la génération des parents et de leurs enfants, finalement. Donc, j'ai trouvé important ici de reprendre les éléments qui fragilisent cette transmission-là. Donc, il y a un effet de contexte par la modification de l'offre culturelle d'une génération à une autre. Bon, si je pense à mes parents, quand, par exemple, ils avaient mon âge, bien entendu, il n'y avait pas la même panoplie d'offres culturelles, ni même toutes les stratégies déployées pour donner accès
aux différentes pratiques culturelles, telles que ça l'est présentement. Il y a aussi un effet d'âge. Donc, avec les effets de l'autonomie croissante de l'enfant en matière de choix de comportement culturel, donc souvent, vous n'avez qu'à penser souvent à vos neveux, à vos nièces ou à vos propres enfants, on va leur demander leurs choix, leurs intérêts seulement en matière de voyage. Donc, effectivement, on va aussi leur demander quel type d'activité ils ont envie de faire. Donc, 3 minutes encore. Oh, d'accord. Il y a aussi les effets de l'école, donc par les effets de socialisation scolaire. Il y a aussi les effets d'insertion dans les réseaux pairs, donc par les amis et tout ça, comme j'en parlais au tout début de ma présentation. Il y a ici l'apparition d'une nouvelle figure, les grands-parents. Donc, très rapidement ici, il y a eu toutes sortes de transformations sociologiques au niveau de la famille. Donc, maintenant, les grands-parents occupent des tâches qui, auparavant, étaient réalisées que par les parents. Donc, les grands-parents vont venir, en quelque sorte, substituer certains rôles faits par les parents seulement auparavant. On pourra y revenir si vous désirez pendant la période de questions. Pourquoi, finalement, les baby boomers et les trentenaires, donc leurs enfants? Donc, il y a aussi une différence d'idéologie entre ces deux générations-là. Il y a un contexte socio-historique dans lequel les baby boomers ont grandi et dans une conjoncture de revendication. Ils avaient donc une vision plus universaliste et de cheminement vers l'égalité. Tandis que les trentenaires, donc les 30-40 ans, sont dans une conjoncture de l'internationalisation et de l'autonomisation. Ils ont donc une vision plus différentialiste où chacun a droit à sa propre culture. Ici, très rapidement, j'ai mis le profil sociodémographique des répondants des 5 premières entrevues de thèse que j'ai réalisées. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y en a pas un là-dedans qui a le même profil qu'un autre. Donc, les points saillants ressortant finalement de ces 5 premières entrevues d'analyse-là que j'ai réalisées, que j'ai fait sous forme de récit de vie. Donc, j'ai interviewé autant de baby boomers que de jeunes de 30-40 ans. Donc, finalement, pour les deux générations, ils ont un besoin d'auto-actualisation constante entre ces deux générations-là, comme une sorte de continuum. On veut finalement se sortir du quotidien, on veut s'évader, on veut se sentir dans un ailleurs. Ça peut être aussi une sorte de parenthèse qui existe dans le quotidien des 30-40 ans. Donc, les 30-40 ans, ce qu'ils me disaient finalement, c'est de faire des activités culturelles. Et tout ça, ça fait une parenthèse dans mon quotidien. Ça fait une parenthèse dans ma vie effrénée de tous les jours. On veut se sentir bien, on veut s'épanouir. Pour les baby boomers, cette auto-actualisation-là est comme plus une quête intérieure. Donc, c'est vraiment plus un besoin intérieur de se sentir mieux et tout ça. Je le qualifierais plutôt de zen. Tandis que pour les 30-40 ans, c'était vraiment une parenthèse qu'on fait dans le quotidien. Il existe aussi des différences entre les deux générations. Donc, les deux nous parlaient des enfants, dans le sens que les baby boomers disaient les trentenaires, ils n'ont pas vraiment le temps et tout ça à cause des enfants, ou sinon, ils vont choisir des pratiques culturelles selon les enfants. On parle aussi d'argent, donc les plus jeunes, donc les 30-40 ans, ont moins d'argent, ils ont une famille à faire vivre, ils commencent dans la vie. Et ça, c'était présent dans le discours des deux générations. Il y a aussi le temps ou le manque de temps ou plus de temps selon les deux générations. Donc, les baby boomers ont maintenant plus de temps libre s'ils sont à la retraite. Généralement, là, je veux pas... il y a des exceptions. Il y a aussi le type de pratique qui peut être différent. Donc, les 30-40 ans, pour des raisons d'argent, pour les enfants à la maison et par manque de temps, vont avoir des pratiques plus casanières. Donc, ils vont être plus des lecteurs ou vont aller au cinéma, mais encore là,
probablement pour les enfants, ou sinon, on va y aller l'après-midi pendant qu'ils sont à la garderie, ou sinon, on va carrément louer des films au club vidéo du coin. Tandis que les bébés boomers ont des pratiques plus classiques, telles que théâtre, musée, spectacle, danse, mais ici, c'est la danse en ligne et non plus la danse sociale. Si l'on regarde de plus près, donc, il existe une privation momentanée chez les plus jeunes. Et sinon, il y a aussi une sorte de privation qui est dans le but de s'offrir la sortie culturelle tant attendue, par exemple, dans une autre ville. Il y a aussi toute la question de goût et d'intérêt. Donc, certains me disaient « je ne vais jamais au musée parce que c'est beaucoup trop cher ». Par contre, ils achètent des instruments de musique, des livres, etc. à toutes les fêtes d'enfants. Il y a aussi un retour aux passions culturelles chez les plus vieux, comme M. Garon le disait. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc, voici finalement des suggestions que je lance comme ça. Donc, de prendre en considération les besoins des générations. Il existe maintenant les universités du troisième âge. J'ai écrit ici, par exemple, à l'UQTR, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, etc. Donc, par exemple, si je pense à la génération baby boomers, certains n'ont pas eu accès à l'université pour toutes sortes de raisons. Maintenant, rendus à la retraite, ce goût-là, finalement, revient et ils ont envie d'apprendre et d'aller à l'université. Pour conclure, oui, bientôt. J'achève. Oui, merci. Il existe aussi maintenant le cinéma en famille, donc par exemple les avant-midi bébés. Il existe aussi toutes sortes d'activités intergénérationnelles dans les musées. La créativité dans l'offre culturelle par la médiation culturelle. Il y a aussi les coûts réduits et la gratuité. Donc, par exemple, en Europe, il y a la gratuité tous les premiers dimanches du mois dans les musées nationaux. À mon avis, il est nécessaire de diffuser toute information. Il faut aussi essayer d'être ingénieux et de cesser les conventions et les activités habituelles. Par exemple, les bébés boomers me disaient qu'ils veulent et qu'ils ont besoin de découvrir d'autres choses qu'ils connaissent déjà et qu'ils ne veulent pas des activités de vieux. Donc, je suis d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Legault. Là, on va passer à l'expérience sur le terrain, une expérience de médiatrice culturelle qui est celle donc de Mélanie Brisebois à Trois-Rivières. S'il vous plaît. Bien, bonsoir, tout d'abord. Alors, effectivement, je suis responsable de la médiation culturelle depuis presque 10 ans maintenant. Et ma présentation va porter essentiellement sur comment cette pratique-là se fait, mais pourquoi exactement on a décidé de la mettre en œuvre. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la direction, de la gestion des arts et de la culture, si on peut dire ça comme ça, à la ville de Trois-Rivières, on a vraiment un modèle qui est unique au Québec. En fait, ce qui a été mis en place, c'est une direction des arts et de la culture qui est municipale. Et à l'intérieur de cette direction-là, il y a 3 services. Un service municipal qui est le service des bibliothèques, une corporation à but non lucratif paramunicipale qui est la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières pour laquelle moi je travaille, et une toute nouvelle corporation, la Corporation de l'amphithéâtre de Trois-Rivières, qui est un nouvel équipement que nous sommes en construction présentement. Alors, si on parle davantage au niveau des mandats de la Corporation de développement culturel, puis je prends le temps de l'expliquer parce que ça met bien en contexte le pourquoi mon travail existe aujourd'hui. Alors, tout d'abord, le premier mandat qu'on a, c'est la gestion des équipements. Donc, on a plusieurs salles de spectacle. En fait, on en a 5 maintenant. Et on a des musées, des centres d'exposition, des bâtiments historiques. Et nous sommes responsables de la diffusion dans chacun de ces lieux-là. Donc, au niveau des arts de la scène, des arts visuels et du patrimoine. On est responsable également des programmes culturels. Donc, la Ville nous a donné la gestion de toute la mise en œuvre de la politique culturelle de la Ville, les politiques d'accréditation, de services et de subventions, la mise en œuvre des actions qui découlent de l'entente de développement culturel que la Ville signe à tous les 3 ans avec le ministère de la Culture et des Communications et à laquelle s'est ajouté plusieurs partenaires au cours des années. On est responsable, comme je le mentionnais tout à l'heure, de la diffusion en art de la scène, en art visuel et en patrimoine, et du soutien aux organismes artistiques et culturels ainsi qu'aux événements culturels qui sont accrédités et reconnus par la Ville de Trois-Rivières. Alors,
tout ça pour dire que suite à tous ces mandats que nous avons, il est bien entendu que la rencontre avec le public est extrêmement important, étant donné que notre principal mandat est la diffusion, donc la rencontre avec le public. Alors, ce qu'il faut rappeler un peu plus au niveau des faits historiques, c'est qu'en mars 1993, la ville de Trois-Rivières, comme plusieurs autres grandes villes au Québec, se dotait de sa toute première politique culturelle. Au niveau des actions principales, des orientations, comme la plupart des politiques culturelles au Québec, encore une fois, l'accessibilité et la participation des citoyens étaient l'orientation principale de la politique culturelle. Ça a évolué avec les années. En 99, nous, on a décidé d'en faire une réécriture, de la mettre à jour. Et à ce moment-là, on a décidé de tenir des audiences publiques avec les gens du milieu, les organismes, les artistes, les écrivains, afin de connaître un peu leurs besoins, leurs attentes. Et afin, après ça, d'être en mesure de rédiger une politique culturelle qui était vraiment actuelle et en lien avec les besoins des artistes et des organismes. À ces audiences publiques-là, il y a un organisme qui a demandé la parole, qui est l'organisme Concept. Concept, pour vous situer un peu, c'est un organisme extrêmement présent à Trois-Rivières, qui est un organisme où ses principaux mandats sont l'alphabétisation et l'éducation populaire et la lutte contre la pauvreté. Et cet organisme-là, donc qui n'est vraiment pas un organisme culturel, est venu aux audiences publiques pour nous parler de ce qu'ils avaient comme préoccupation par rapport aux arts et à la culture. C'était une délégation de 40 personnes. Je vous mets un peu le tableau parce que c'est un petit fait cocasse. Faut s'entendre, les audiences publiques, c'est toujours quand même des événements assez protocolaires, etc., avec une certaine étiquette. Et là, on a des gens du milieu communautaire qui viennent nous parler. Ça nous a bousculé un peu, mais ça, c'est toujours le fun de se faire bousculer un peu dans la vie. Et c'est là qu'est née une toute nouvelle notion, celle de l'exclusion culturelle. En fait, c'est Concept qui est venu nous sensibiliser à cette notion-là et nous faire voir une toute nouvelle façon de voir la diffusion des arts de la culture auquel on ne s'était jamais vraiment arrêté, comme la plupart des autres villes ailleurs au Québec. Ils nous ont expliqué que si on reconnaissait que la culture était un élément important dans le développement personnel et social des individus et que si on reconnaissait également que cette culture-là contribuait largement au développement des citoyens, alors on pouvait considérer comme dramatique qu'une partie de la population vit le phénomène de l'exclusion culturelle. Que les personnes à faible revenu n'avaient pas accès à la culture et qu'il était faux de prétendre que les personnes démunies n'avaient pas d'intérêt pour elle. Au contraire, que nos expériences culturelles avec ces personnes ont toujours démontré que les personnes à faible revenu ont la capacité de s'approprier, de juger et de créer la culture. Que plusieurs lieux culturels ne rejoignent pas les personnes à faible revenu, qui sont peu scolarisées, et que plusieurs personnes habitant des premiers quartiers ne connaissaient même pas l'emplacement de leur bibliothèque. Alors, vous vous donnez une idée comment nous, on était bousculés par ce genre de révélation-là. C'est quelque chose auquel, pas qu'on était fermé, on n'en était juste pas conscient, je pense, dans notre pratique. On était habitués à notre façon de faire. Puis là, c'est des gens, c'est nos citoyens qui viennent nous dire que ça ne fonctionne pas, qu'il y a plein de gens qui ont un réel intérêt pour ça, mais qui n'y ont pas accès pour une multitude de raisons. Alors, nous, on est reparti avec ça, puis on s'est dit, OK, on va faire quelque chose, mais comment? Alors, c'est un peu de cet événement-là qu'est né tout le reste. Alors, la lutte à l'exclusion culturelle, les débuts. Bien, tout d'abord, la première chose qui était à faire, c'était dans cette fameuse politique culturelle-là qu'on rédigeait en 99, c'était d'y inclure dans cette fameuse orientation-là sur l'accessibilité des publics, c'était de favoriser l'accessibilité en vue d'augmenter la fréquentation des citoyens aux événements et aux lieux culturels, indépendamment de leurs conditions sociales et économiques. Ça a l'air très théorique comme ça, mais quand c'est un engagement qui est écrit dans une politique culturelle d'une ville, ça devient un engagement ferme et ensuite de ça, ça permet d'assurer la pérennité de tout ce qui va suivre. Donc, contrairement à d'autres genres de documents, des fois, il y a des documents comme ça, c'est beau, c'est bien rédigé, puis après ça, c'est mis sur une belle tablette. Nous, notre politique culturelle, on la met vraiment en action. Et puis, pour nous, de l'écrire ainsi dedans, c'était vraiment de démontrer fermement qu'on avait l'intention d'agir. Suite à ça,
on a décidé de mettre sur pied le colloque Culture et pauvreté en septembre 2002. Le but de ce colloque-là, c'était de réunir différents intervenants, autant du milieu culturel que du milieu scolaire, que du milieu communautaire, d'un peu partout au Québec et même d'ailleurs, pour vraiment se pencher pendant une journée complète sur cette notion-là d'exclusion culturelle. Parce qu'on avait beaucoup de comeback de nos gens, de chez nous, mais on avait envie d'avoir des réactions de gens de l'extérieur et voir s'il y avait des actions qui avaient été mises en place ailleurs, puis après ça, nous donner plus de matériel pour fixer notre action à nous. Et c'est là qu'est né le début du Club Culture, que je vous parlerai un peu plus largement tout à l'heure. Et c'est là qu'est née aussi l'idée d'embaucher un médiateur culturel, donc une personne qui serait consacrée à la lutte à l'exclusion culturelle. Et je suis l'heureuse élue. Mon premier mandat était de rédiger un programme de lutte à l'exclusion culturelle. Comment on fait pour rédiger un programme comme celui-là? Bien, la première des choses, c'est de rencontrer les gens. Dès le tout début de notre action, les gens étaient venus nous rencontrer, puis pour nous, c'était important de continuer à travailler en collaboration avec eux. Alors, j'ai amorcé une espèce de grande tournée des organismes communautaires pour voir un peu c'était quoi leurs besoins, c'était quoi leurs attentes et c'était quoi leur réalité par rapport à leur clientèle à eux, face aux arts et à la culture et à la diffusion culturelle comme elle se faisait à ce moment-là. On a rencontré également le milieu scolaire et le milieu culturel pour voir leur réceptivité, voir leur sensibilité par rapport à toutes ces notions-là. Alors, mes mandats sont la lutte à l'exclusion culturelle, bien entendu, sont également le développement culturel, le développement scolaire, pardon. On parlait tout à l'heure de capital scolaire, mais je pense qu'on y est tout à fait. Hein? Il y avait l'idée derrière ça de développer vraiment une offre culturelle diversifiée et adaptée au jeune public dans son milieu scolaire, mais dans son milieu familial également. Et il y a tout le soutien-conseil aux organismes culturels communautaires et aux institutions scolaires qui veulent mettre sur pied des projets culturels adaptés et réalistes par rapport aux différents besoins de notre clientèle visée. Alors, les orientations du programme de lutte, c'est bien entendu la médiation culturelle elle-même, l'éducation et la sensibilisation et les projets spéciaux. Et quand je parle d'éducation et de sensibilisation, c'est autant par rapport au public que par rapport aux institutions culturelles également. Je vais donner quelques définitions, mais je ne veux pas m'attarder trop longtemps là-dessus parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque lieu a ses propres définitions. Nous, on s'est doté des nôtres, les voici. On parle de développement culturel quand on parle de l'ensemble des actions posées pour contribuer à la diffusion des arts et de la culture et ainsi rendre l'accès au public à ces créations-là. C'est aussi de soutenir tout le milieu culturel dans sa création et dans sa diffusion. Au niveau des démarches de développement de public, et là, peut-être qu'on va toucher un peu plus au niveau de la démocratisation des arts et de la culture, c'est toutes les initiatives qui ont été mises en place pour contribuer à l'accès du public, et là, quand je parle de ce public-là, c'est le public très large, aux créations artistiques. Faire découvrir les œuvres, bonifier l'offre. Je donne un exemple comme les apéros danse avant les spectacles de danse. Le but, c'est de bonifier l'offre, c'est de sensibiliser, faire rencontrer les artistes avant le spectacle, mais le but étant quand même de faire augmenter les publics. Au niveau des non-publics, pour nous, c'est les personnes qui ne participent pas à la vie culturelle par manque d'intérêt, d'envie ou de temps, tout simplement. Le public exclu culturel, le public pour lequel moi je travaille, c'est les personnes qui vivent des problématiques qui entravent leur participation à la vie culturelle. Et là, je vous expliquerai quelles sont ces entraves tout à l'heure. La médiation culturelle, pour elle, c'est l'outil qui est utilisé pour éliminer, diminuer ou atténuer les effets de ces problématiques dans la participation de ces citoyens. Et le médiateur culturel, moi, bien, en fait, je suis l'entremetteur. Je suis l'entremetteur entre tous ces univers-là, le milieu culturel, le milieu scolaire et le milieu communautaire, pour créer cette relation-là, créer cette rencontre-là entre les individus et les créations. Alors, le programme a été mis sur pied. Pourquoi? On aurait pu tout de suite sauter dans l'action. Nous, on avait le goût d'écrire un document, puis ce document-là servait à assurer la pérennité, encore une fois, mais également à marquer les balises. Pour qui on fait ça? Pourquoi on le fait? Et comment on le fait? Puis ça, c'était toujours en rencontrant le milieu communautaire pour connaître leurs besoins et leurs attentes. Alors, pour qui?
Quand je parlais tout à l'heure des personnes qui sont exclues parce qu'ils vivent des problématiques qui entravent leur participation, on a identifié 4 grandes familles de problématiques. Les problématiques d'ordre financier, économique, les problématiques d'ordre physique, comme les personnes qui vivent un handicap ou une déficience ou un problème de santé mentale, les problématiques d'ordre social, où là, on parle plus de personnes qui vivent de l'exclusion sociale. Donc, ça peut être des personnes qui ont des problématiques, je donne un exemple, les personnes qui souffrent de sida, d'hépatite, les problématiques de santé mentale aussi, on y rejoint là. Donc, il y a une multitude de sources et les personnes itinérantes également. Et les problématiques d'ordre éducationnel, là, on va parler davantage des personnes qui sont analphabètes ou tout simplement des personnes qui vivent une ou l'autre de ces problématiques-là, mais qui, en plus, ont un regard peut-être déformé des arts et de la culture, qui ont des préjugés par rapport à leur participation ou par rapport au milieu artistique. Donc, on va agir vis-à-vis ces différentes problématiques-là. Pourquoi? Bien, c'est simple. Parce que les arts et la culture sont des éléments importants du développement social et personnel de l'individu et qu'ils contribuent au développement de la citoyenneté des personnes, comme on l'a mentionné tout à l'heure et comme quand nous le mettait en lumière lorsqu'ils sont venus nous rencontrer. On considère que c'est un droit, que ces équipements-là appartiennent à la ville, donc à ses citoyens. Donc, tous les citoyens devraient y avoir accès. Et s'ils n'y ont pas accès, bien, il faut trouver la raison et trouver comment régler ces problématiques-là. Alors, le comment. Si je prends, par exemple, la problématique d'ordre économique, les différentes actions qu'on a mises sur pied, c'est entre autres le Club Culture qui est né depuis le tout début. Et ça, c'est vraiment le principe un peu... je prendrais l'exemple de Moisson Montréal ou Moisson Mauricie. Hein? On a des biens culturels, il y a des gens qui en ont besoin, alors on s'assure la transmission de ces biens-là vers les gens. Mais le Club Culture, c'est un peu le même principe. On a des biens culturels, on est diffuseur, on a 5 salles de spectacle, on a des musées, on a des centres d'exposition. Alors, on va mettre en place des biens culturels qu'on va réserver exclusivement pour les personnes membres du Club Culture et on va leur distribuer gratuitement. Donc, de cette façon-là, on vient contrer une des problématiques majeures, je vous dirais, qui est celle d'ordre économique. Ensuite de ça, il y a tous les projets spéciaux. La corporation met en place différents projets tout au long de l'année, comme la semaine de relâche, les camps de jour, des activités de toutes sortes, mais souvent les familles n'ont pas accès à ces activités-là à cause du coût, justement, ou à cause des notions d'accessibilité physique. Alors nous, on va faire en sorte, premièrement, de le rendre gratuit à certaines familles membres du Club Culture, toujours. Et on va s'assurer qu'au niveau de l'accueil, tout soit mis en place pour être adapté à leurs besoins et à leur réalité. Si on regarde l'évolution, quand on a commencé le Club Culture en 2002 ou en 2003, il y avait un certain nombre de membres, puis je vous dirais qu'on était vraiment dans la distribution essentiellement de billets de spectacle pour l'humour et la chanson, les cultures dites populaires. Avec les années, ce qui est intéressant de voir au niveau de l'évolution, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis les tout débuts, c'est que maintenant, ils risquent. Maintenant, ils osent. Maintenant, ils vont voir autre chose. Ils vont aller dans d'autres salles de spectacle, des salles de spectacle où il y a une pratique plus émergente. Donc, il y a vraiment une ouverture face à toutes les diversifications de la pratique artistique. Je fais partie du comité de suivi de la politique d'intégration des personnes handicapées. Chaque ville au Québec a dû se doter d'une politique, mais après ça, chaque ville l'applique à sa façon. Nous, à Trois-Rivières, on a mis sur pied un comité avec des intervenants qui œuvrent auprès des organismes qui œuvrent auprès des personnes handicapées, mais avec tous les gens de tous les services de la ville de Trois-Rivières. Et ensemble, on essaie de se réunir plusieurs fois par année pour essayer de trouver des solutions à différentes problématiques, autant au niveau des équipements que des services. Et il y a la vignette d'accompagnement en tourisme et en loisirs. Je prends 2 secondes pour l'expliquer. Ça permet à une personne qui a cette vignette-là de venir accompagner et la personne qui accompagne ne paie pas son billet de spectacle. La personne qui sort avec un intervenant ou un accompagnateur, elle n'a pas le choix d'avoir son accompagnateur. C'est un peu comme la personne qui est aveugle, qui a un chien guide. C'est un peu le même concept. C'est une drôle d'analogie, là, mais c'est un peu le même principe. Elle a besoin de cet individu-là pour faire des sorties. Donc, nous, on a mis sur pied, c'est un programme national, en fait, qui a été mis sur pied pour permettre à ces accompagnateurs-là de venir gratuitement. Et ma petite fierté, on est une des seules
grandes salles de spectacle au Québec qui l'acceptent. Et je vous donne des chiffres. En 2009, il y a eu 224 billets qui ont été donnés grâce à ça. En 2011, 469. C'est plus que le double. Et en plus, dans cette évolution-là, il y a encore une fois l'évolution au niveau des différentes salles de spectacle et au niveau des différentes pratiques artistiques. Donc, on voit que ça fonctionne vraiment bien. Voilà, et pour conclure? Et pour conclure, OK. Je vais... J'aurais pu parler des autres problématiques. Vous comprendrez que pour chacune des problématiques, on a mis sur pied différentes actions vraiment en lien avec ça. Pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une initiative qui est partie de la base, qui est partie des individus. On a souvent parlé de l'échec de la démocratisation des arts et de la culture, mais peut-être que c'est parce que la problématique n'a pas été prise du bon côté. Si on part des individus, de leurs besoins, de leurs intérêts et de leur volonté, puis qu'après ça, on construit tout ce qui est possible de créer avec les différentes ressources. Nous, on a beaucoup de ressources, donc c'est sûr que c'est facilitant, mais quand même, on avait beaucoup de ressources, puis on a décidé de les adapter et de les mettre en lien avec ces réalités-là, mais ça peut juste être un succès. Donc, partez de la base, partez des individus proches de vous, puis essayez de créer à partir de ça. Voilà, alors c'est l'exemple. Bravo, Madame Brisebois.